Avant de poser le diagnostic de mon autisme, je sortais avec quelqu'un qui adorait sortir. J'étais en couple avec quelqu'un qui adorait sortir et du coup chez moi ça créait de l'inconfort. Je le faisais parce que je voulais pas passer par le mec associable, machin. Et quand j'étais en soirée, il y a des moments où j'étais complètement dans ma bulle. Et moi-même du coup on n'avait pas encore posé ce diagnostic. Et je me disais mais qu'est-ce qui t'arrive genre ? Bonjour à tous et bienvenue dans 1%, le média qui a pour but de populariser l'autisme dans ses formes invisibles. Aujourd'hui, nous sommes au Rio, aux rencontres internationales de l'autisme à Paris, qui ont eu la gentillesse de nous prêter gentiment cet endroit, cette loge, afin de réaliser quelques interviews durant l'événement. Évidemment, pour ceux qui préfèrent écouter les épisodes simplement par audio, 1% est également disponible en podcast sur Spotify et autres plateformes de podcast type Apple Podcast et autres. Voilà, donc ça c'est pour l'introduction. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir Loan. Johan. Ouais. Johan, d'accord, je n'ai jamais su avec Johan. Avec le I, ouais. Donc c'est Johan, d'accord, superbe. De ton nom Instagram, name is Johan. Tout à fait. Bienvenue. Merci beaucoup, merci de me recevoir, je suis très content d'être là. Avec grand plaisir. Alors, tu es coiffeur, Oui. chanteur, oui. artiste en fait. Hein. C'est ça. Et tu es aussi passionné de sport, de Oui. gym exactement. Peux-tu te présenter avec tes mots Comme tu l'as dit, du coup, moi, je m'appelle Johan, j'ai bientôt 29 ans. Passionné de musique depuis mon plus jeune âge, qui est devenu même une partie de mon métier aujourd'hui, puisque j'écris et je compose des chansons pour des artistes. Je suis moi-même chanteur. Et à côté de ça, un job plus classique qui est la coiffure. Voilà. Tu composes des morceaux pour qui, si j'ose te demander ? Je compose pour des artistes qui sont émergents, qui ont signé dans des jeunes labels ou qui vont signer, j'espère pour eux, prochainement. Je ne produis pas encore de personnes connues. D'accord. Donc en fait, est-ce que tu es ghostwriter, c'est ça ? C'est un peu ça. Ok. Exactement. D'accord. Ah, c'est intéressant ça. Moi, je suis dans la musique aussi un petit peu. Ouais. Je vois parfaitement. C'est un peu ça. Ah, c'est intéressant. Quel style de musique déjà Principalement de la pop. Principalement de la pop. Ouais. D'accord, trop bien. Bon, on va bien connecter tous les deux. Je travaille un petit peu avec des producteurs de reggaeton aussi. Ok, trop bien. Pour faire des sons et tout. Trop bien. Donc, pourrais-tu nous parler un petit peu de ton parcours avec l'autisme pour commencer ? À quel âge tu as été diagnostiqué ? Alors moi, c'est très récent. Je me suis toujours senti différent depuis mon plus jeune âge. Je crois que même à la maternelle, j'ai des souvenirs de me sentir différent. C'est-à-dire que j'avais conscience de plein de choses qu'un enfant de mon âge ne devait pas comprendre, par exemple. Plus les années avançaient dans mon parcours scolaire, plus je rencontrais de gens autour de moi et plus je sentais qu'il y avait de la différence où je me sentais jamais à ma place. Peu importe les gens que je rencontrais, peu importe les situations, je savais pas si c'est les autres qui arrivaient pas, qui étaient différents de moi, si c'était moi qui étais différent des autres, mais je sentais qu'il y avait toujours cette différence constante de pourquoi je pense pas comme eux, pourquoi eux, quand ils font des choses, ils ont l'air, ça peut être tout et n'importe quoi, jouer dans une cour de récréation, tout le monde a l'air incroyablement heureux, moi en fait ça me passionnait pas tant que ça d'être avec eux. Et je me disais, est-ce que c'est normal que je sois le seul à être comme ça ? Et naturellement, en fait, je crois que je me suis créé un faux personnage toute mon enfance et jusqu'à là encore, il y a quelques années, quelques mois, où en fait, pour rentrer dans le moule et pour juste pas me sentir différent, j'ai voulu faire comme les autres. Et ça créait pas forcément du confort chez moi, mais du coup, personne ne remarquait jamais rien, puisque moi-même, finalement, j'essayais de me mettre dans des situations où je voulais être dans le confort, et c'était à l'intérieur de moi que je me sentais dans l'inconfort. D'accord, donc en fait, tu as passé ton enfance à jouer un rôle, en fait, hein, c'est ça ? Tu t'en rendais compte de ça ? Je m'en rendais pas compte quand j'étais plus jeune parce que je crois que j'ai toujours été animé par la musique, par le sport. J'ai fait plusieurs sports plus jeunes. Avec mon frère, on a fait de la lutte et des choses comme ça. Et du coup, je crois que j'ai toujours eu ce petit truc de... j'étais toujours entouré de monde. Et comme naturellement, je masquais un peu
quand j'étais en groupe, je me sentais jamais vraiment à l'aise, mais je le masquais tout le temps. Je crois qu'en fait, ça en est devenu une habitude. En tout cas, du souvenir que j'en ai, c'est devenu mon quotidien, en permanence. Quand j'allais à l'école, quand... tu t'habitues, en fait, c'est ça. En fait, c'est devenu mon quotidien. C'est-à-dire que pour m'intégrer, il fallait que je fasse comme les autres. Je me laissais pas le choix. Et au point de, je peux pas dire que c'était une souffrance, parce que j'en souffrais pas, sincèrement. Je me souviens juste que c'était pas confortable pour moi de devoir faire constamment comme les autres, alors que j'avais pas spécialement envie de faire ça. Est-ce que ça a eu un impact dans ton travail, l'autisme? Ça a eu un impact ces dernières années, dans le sens où, pour être clair avec toi, moi je crois qu'en fait vraiment mes troubles autistiques se sont déclarés il n'y a pas si longtemps que ça. J'ai vécu une histoire d'amour incroyable. Je vais être très émotif quand je vais te parler de ça, je suis désolé. Oui, J'ai vécu une histoire d'amour incroyable. En fait, j'ai été en couple presque toute ma vie, de mes 16 ans à mes 28 ans. Alors, pas avec la même personne, mais j'ai enchaîné des très longues relations. Et ma dernière relation, j'étais avec quelqu'un d'incroyable, avec qui j'ai partagé, je pense, les plus beaux moments de ma vie. On a voyagé dans les plus beaux pays du monde. Et ces dernières années, elles ont été un peu compliquées parce que je pense que comme tout le monde, on a des traumas d'enfance, tu sais, de plein de choses, de la vie de famille, de machin, qui sont revenus à la surface. J'ai grandi sans mon papa, ma mère n'a pas eu une vie facile, elle a élevé 3 enfants toute seule. Et je me posais beaucoup de questions là-dessus. Je ne sais pas pourquoi, peut-être parce qu'avec les années, j'avais besoin d'avoir des réponses. Et en fait, je suis rentré dans une sorte de dépression sans m'en rendre compte. J'arrivais plus à trouver de bonheur, peu importe ce que je faisais, j'arrivais plus à... Toutes les choses que j'arrivais à masquer avant, le fait d'être en groupe, le fait de me forcer à sortir, le fait de me forcer à avoir des amis, j'arrivais plus à faire semblant, j'y arrivais plus. Et donc en fait, ça a été un électrochoc pour moi, mais aussi pour les gens qui m'entouraient, qui comprenaient pas qu'est-ce qui se passait. Pourquoi là, maintenant, ils changent complètement de comportement, alors qu'en fait, je pense que c'est ce que je ressentais profondément à l'intérieur de moi, que j'arrivais plus à masquer. En fait, je pouvais plus masquer le fait que j'arrivais pas à être avec des gens en soirée sans montrer que j'étais pas à l'aise. J'arrivais pas à être invité à un anniversaire sans me dire je suis content d'y aller. J'étais toujours dans cette situation d'inconfort permanente. Et en fait, je te passe les détails, ma relation se termine, on décide de mettre fin à notre histoire pour des raisons qui nous sont propres. Et là, c'est la descente aux enfers. Je suis désolé. C'est la descente aux enfers dans le sens où je perds complètement pied toute ma vie. Je suis accompagné avec quelqu'un qui partage ma vie pendant très longtemps. Et là, pour la première fois de ma vie, je me retrouve seul avec moi-même. Et j'ai pas eu le choix en fait que de me faire aider. Et je crois que ça a été le plus beau cadeau que j'ai pu m'offrir finalement ces derniers temps, parce que j'ai compris énormément de choses sur moi, sur mon autisme, je m'en suis tellement voulu dans ma dernière relation de... pourquoi je suis comme ça, pourquoi j'avais plus envie de sortir, parce que du coup c'est des choses qu'on me reprochait, tu vois, pourquoi t'es plus fun, pourquoi tu changes, pourquoi t'as l'air malheureux tout le temps, pourquoi dès qu'on est en groupe, bah, tu souris pas, et j'en avais envie, tu vois, j'avais même des blocages avec la personne avec qui partageait ma vie. C'est une personne que j'ai aimée profondément, je pense que c'est la personne que j'ai le plus aimée dans ma vie. J'arrivais plus à avoir de gestes tendres, j'arrivais plus à lui montrer à quel point je l'aimais, tellement je me suis enfermé dans une bulle. Alors que c'était tout l'inverse. Je débordais d'amour pour cette personne, et c'est juste que je m'étais complètement enfermé à l'intérieur de moi-même. Et donc une fois que cette histoire se termine, je décide de faire une lourde thérapie qui prend pas mal de temps, mais qui me fait ouvrir les yeux sur plein de choses et qui me fait réaliser que finalement en fait, la fin de cette histoire, c'était forcément quelque chose de triste, mais c'était tellement bénéfique pour moi, parce que c'est le moment où vraiment je me suis trouvé pour la première fois de ma vie, et pour la première fois de ma vie où je me suis dit ok, en fait je suis comme ça, et en fait les personnes qui ne m'acceptent pas comme ça, c'est pas des personnes que j'ai envie d'avoir dans mon entourage aujourd'hui. Malheureusement, je suis comme ça. Que tu étais autiste? Non. Est-ce que ça aurait changé quelque chose qui soit au courant? En fait, mon diagnostic a été posé après ma séparation. Donc, c'est-à-dire qu'on avait des pistes, parce que toute ma vie j'ai suivi des thérapies, j'ai vu des psys. Quand j'étais plus jeune à l'école, on m'a diagnostiqué HPI. On avait plein de petits éléments clés qui nous montraient que j'étais différent depuis le début, sans vraiment savoir mettre un mot sur est-ce qu'il est juste HPI. J'avais des troubles du comportement à l'école, on pensait à un moment que j'étais hyperactif. Donc moi dans ma tête, quand
on m'a vraiment diagnostiqué au niveau de l'autisme, j'étais en mode, mais est-ce qu'il se trompe pas? Est-ce que c'est pas juste moi, toute ma vie, on m'a parlé d'HPI, on m'a parlé on m'a parlé d'hyperactivité. Est-ce que c'est pas juste ça, finalement, tu vois? Et finalement, le diagnostic de l'autisme se pose et je comprends beaucoup plus de choses maintenant, beaucoup plus de choses. Et c'est pour ça que je te disais, finalement, j'ai tellement souffert de cette rupture et aujourd'hui, je me dis, finalement, ça n'aurait pas pu fonctionner parce que je suis comme ça à l'intérieur de moi. C'est pas moi qui ai décidé de changer du jour au lendemain. Je suis comme ça. C'est-à-dire que tu avais une relation qui était basée sur ton toi avec le masque et pas sur le toi que tu es réellement. Complètement. Et donc il y a eu un mismatch, je vais appeler ça comme ça, dans le sens où tu es dans une période de ta vie où tu as besoin d'être toi-même et que tu ne sais même pas en fait que tu as ce besoin-là, mais ça se manifeste naturellement. Et, et donc, du coup, ça fait que vu que tu es dans ces processus de réalisation que tu n'es jamais toi-même, ça fait que tu es en mode mais qu'est-ce qui se passe tout le temps, machin. Et après, en face, on te dit mais pourquoi tu souris pas, etc. Qui peut mener du coup à cette rupture. Et après, tu as la dure réflexion et la dure conclusion qu'en fait, c'était juste pas compatible quoi en fait. C'est ça. Okay. Puis c'est surtout, tu sais, au-delà du côté sentimental, c'est toute ma vie qui changeait. C'est-à-dire que quand je suis arrivé à Paris il y a presque 10 ans, j'étais en coloc. Donc j'avais 10 ans de moins, entouré de 2 colocs qui sortent beaucoup. Et c'est pareil, en fait, j'ai vécu cette vie je sortais tous les week-ends. Et pour me sentir bien en communauté, je leur montrais rien. J'avais besoin de me mettre dans des états pas possibles, de boire des quantités d'alcool pas possibles, juste pour pouvoir passer une soirée tranquille, tu vois. Aujourd'hui, ces mêmes amis, quand je les recroise, j'ai plus du tout la même vie, je sors beaucoup moins. Ils comprennent pas ce changement de vie de comment tu as pu passer de tu fais la fête tout le temps à cette vie aujourd'hui posée, réfléchie. Et je dis en fait, cette vie que j'ai là aujourd'hui et que j'aime profondément finalement, je crois que c'est la vie que j'aurais voulu avoir il y a 10 ans déjà, tu vois. Et que je masquais juste pour faire comme les autres. Parce que mes colocs sortaient, il fallait que je sorte. Il fallait pas que je sois le mec chiant qui va se coucher à 21h alors que tout le monde va sortir faire la fête, tu vois. Certains diront que j'ai une vie qui est chiante aujourd'hui, mais j'ai dû faire un tri dans mon groupe d'amis parce qu'on n'a plus les mêmes centres d'intérêt, on n'a plus les mêmes envies. Certains ont complètement compris. Et je trouve qu'en fait, depuis que j'ai décidé d'assumer qui je suis pleinement et d'en parler surtout, je le vis beaucoup plus facilement. Parce que les gens qui comprennent, c'est des gens que je garde auprès de moi. Les gens qui ne comprennent pas, j'ai plus envie de les avoir dans ma vie en fait. Ça a fait quoi de laisser partir ces personnes pour qui tu as certainement donné beaucoup d'amitié aussi, mais que tu as laissé partir parce que ces personnes-là ne comprennent pas ça et que ce n'est pas des personnes saines pour toi? Il y a eu un moment où ça a été très compliqué parce que comme tu dis, c'est des personnes avec qui tu partages des moments de vie, tu partages une intimité. Et donc, tu as toujours ce truc de comment on a pu être aussi proche et aujourd'hui plus rien. Et aujourd'hui, j'arrive à avoir assez de hauteur et de détachement pour me dire la vie, elle est faite comme ça. Et en fait, je n'ai rien fait pour les éloigner de moi, autre que m'écouter. Et en fait, les personnes qui ne sont pas capables aujourd'hui de comprendre que j'ai envie de m'écouter, je ne peux plus les avoir auprès de moi, c'est pas possible. Ça, c'est une phrase... quote. Vraiment, je n'ai rien fait d'autre pour l'éloigner de moi que m'écouter. En fait, je peux pas faire plus aujourd'hui. Aujourd'hui, le plus beau cadeau que j'ai décidé de m'offrir à moi, c'est de m'écouter tout le temps. Mais t'as raison, peu importe les situations, que ce soit dans mon domaine professionnel, que ce soit dans tout, je m'écoute moi. Les gens qui ne comprennent pas, j'essaie de leur expliquer pourquoi je suis comme ça. Voilà mes choix. C'est ok de ne pas les comprendre, de ne pas les entendre. Par contre, tu n'iras pas à l'encontre. C'est ma vie, c'est mes choix. Non, mais complètement. Et puis de toute façon, au final, il y a des gens, si c'est pas les bonnes personnes pour toi, exactement. Mais c'est vrai que parfois ça fait du mal de se résigner et de se dire qu'effectivement, c'est des personnes avec qui tu as passé de très bons moments, mais qui aujourd'hui, pour vivre une vie finalement plus sereine, tout simplement, il faut parfois leur laisser juste un peu plus d'espace et s'en éloigner un peu. Je comprends parfaitement ce que tu me dis là. Tu travailles en tant que coiffeur. Ouais. Tu peux m'en dire un peu plus quel rôle tu as? Donc c'est toi qui coupes les cheveux, j'imagine. Ouais, en fait, moi mon parcours il a été
assez dingue parce que c'était pas du tout ma vocation de base. Moi, j'ai toujours été passionné par le monde de l'art. J'avais envie d'être chorégraphe. Après, j'avais envie d'être ingénieur du son. Je voulais travailler dans l'image. T'es ghostwriter maintenant, donc c'est ouais. c'est pas si mal. Mais du coup, arrivé, sortie de troisième, où j'étais... Mes profs ont appelé quasiment tous les ans ma mère en lui disant on a un gros problème avec votre fils, c'est que votre fils il a des capacités énormes, on le sent. Mais par contre, quand il est en salle de classe, il ne fout rien. En fait, j'excellais dans les domaines dans lesquels j'avais envie, et dans le reste, j'étais une brêle. C'était quel domaine? J'adorais les langues, j'adorais l'anglais, j'adorais je pense que si aujourd'hui j'écris des chansons c'est par rapport à ça aussi, mais j'adorais la langue française, j'adorais les mots, j'adorais le pouvoir des mots. Très jeune déjà, j'étais fasciné par les poésies, par les textes. J'ai des souvenirs... je devais être, je pense, en 4e ou en 3e, et j'ai des cousines qui étaient genre en terminale, qui me demandaient d'écrire leur rédaction, tu vois. Et elles avaient des notes de fou à chaque fois. Alors que, et aujourd'hui, quand j'y repense, je me dis c'est fou, tu vois. Mais j'avais, je pense, vraiment des prédispositions pour ça. Pour les mots, pour l'art en général. Et c'est juste que, du coup, je me faisais chier. En cours, clairement, j'ai pas d'autres mots, je me faisais chier, vraiment. Donc les profs contactaient tout le temps ma mère en lui disant on a un problème avec votre fils, c'est qu'en fait quand il est en cours, on a l'impression d'avoir un gosse de 10 ans. Et quand on le prend seul à seul pour lui dire ses 4 vérités, on a l'impression d'avoir notre mari en face de nous, alors que votre fils il a 12 ans et que c'est pas normal en fait, tu vois. Et donc ils essayaient de me mettre dans de l'inconfort, on a voulu me faire sauter des classes, ma mère a refusé, parce qu'elle a dit là vous lui faites sauter des classes, c'est la dégringolade, et je pense qu'elle avait raison. Donc sortie de 3e, il fallait que je trouve quelque chose de rapide pour me sortir des bancs de l'école. Il fallait que je sois en cours. T'as pas fini l'école obligatoire en fait? En gros, j'ai fini ma 3e. Tu sais, en 3e, tu suis soit un cursus classique qui est tu fais de la générale, ou soit moi par exemple je suis passé par l'apprentissage. L'apprentissage qui se fait en alternance, où très vite on te met dans un milieu professionnel, où je me suis tout de suite senti plus valorisé. Je me suis dit ok, là je suis à ma place. Donc j'ai commencé à 16 ans finalement dans le monde du travail. Oui. Et c'est comme si j'y avais toujours été en fait. Parce que j'avais plus ce truc de on m'infantilise, je suis devant un bureau de classe, je suis devant un tableau noir où on m'explique des trucs où je comprends pas. On m'a mis dans un milieu professionnel et je me suis dit ok, là je suis à ma place. Et à partir de ce moment-là, j'ai excellé dans tout ce que j'ai fait, c'est-à-dire que je suis très vite devenu manager de salon, je suis devenu formateur pour des gros groupes, parce que ça me passionnait et qu'en fait ça me semblait tellement simple, tellement logique. En fait, quand les choses me passionnent, elles me semblent simples en permanence, que ça concerne ce sujet ou d'autres, tu vois. Alors, déjà, pour juste réussir à finir l'école, ouais. Tu avais d'un côté des branches où tu es un méga boss et des, branches des autres branches où tu es une brêle. Ouais, c'est un peu ça. Comment est-ce que tu as réussi à passer l'année, malgré ça, et de terminer ta scolarité obligatoire tranquillement? Parce que c'est vrai que 3e année en France, ça veut dire la 11e Armos. En Suisse, ouais. Et j'ai juste eu un moment d'équivalence pour me dire école obligatoire, c'est effectivement la 3e année, la dernière année en France. Ouais. Chez nous, c'était la 9e année, okay. À mon époque, quand j'ai fait ça il y a 10 ans. Il y a plus que 10 ans, bref, on s'en fout. Mais qu'est-ce qui a fait pour toi que... comment est-ce que tu as réussi à terminer ces branches où tu avais autant de difficultés parce que tu n'avais pas envie de les faire? Parce que ma mère était... moi, j'ai grandi qu'avec ma maman, du coup. Mon père était pas présent. Mes parents ont divorcé quand j'étais très jeune. Et parce que j'avais ma mère derrière moi qui me lâchait pas. Donc, même si c'était pas confortable pour moi, j'avais qu'une hâte, c'était que ça se termine. Mais ma mère me lâchait pas sur le fait que, en fait, dans la vie, il faut bosser, il faut que tu aies des diplômes, il faut que tu t'accroches. Et j'avais pas le choix de toute façon. J'avais pas le choix on pouvait pas me déscolariser en 3e. Il fallait que j'aille jusqu'au bout de ma 3e pour après trouver des solutions, soit passer par l'apprentissage ou soit faire autre chose, tu vois. Mais je remercierai jamais assez ma mère de m'avoir fait confiance quand je lui ai dit maman, je veux quitter le cursus classique, je veux passer par l'apprentissage. Tu sais, en France, c'était un peu mal vu à l'époque l'apprentissage. Ceux qui suivaient l'apprentissage, c'était ceux qui n'étaient pas intelligents, c'était ceux qui n'étaient pas bons pour faire une terminale S ou terminale littéraire, tu vois. C'est un peu l'image qu'il y a eu pas mal et c'est ça qui m'a aussi fait peur avant de commencer mon apprentissage. Finalement, je l'ai fait. Mais c'est vrai que j'avais peur aussi de cette image-là quand j'ai commencé. Donc, complètement. Et on l'a dit à ma mère ouvertement. Quand on a convoqué ma mère, on a dit il ne faut pas que votre fils fasse de l'apprentissage. Votre fils, il a des capacités pour faire de la générale. Donc on voulait me faire passer un bac S pour qu'après je puisse être réorienté. Et ma mère, elle disait mais en fait, pourquoi vous voulez lui faire quelque chose dans lequel il va être triste?
Si mon fils veut faire de la coiffure, laissez-le faire de la coiffure. Et donc, pour revenir sur ce que je te disais, j'ai fait de la coiffure finalement, parce que du coup, j'étais intéressé par complètement autre chose, parce que ma mère a fait une reconversion à l'âge de 34 ans pour devenir coiffeuse. Et que du coup, en fait, je suivais ses cours avec elle quand elle rentrait à la maison, et que j'étais fasciné par ses cours, j'ai des souvenirs de ma mère qui dessinait des cheveux, dessinait des Dragon Ball Z avec des coupes improbables, et je sais pas, je me suis pris de passion pour ça, et je me suis dit, ok, la coiffure c'est cool, c'est 2 ans pour avoir ton diplôme, ça va être rapide, c'est de l'alternance, donc tu vas pas que être sur un banc d'école, il faut que tu te lances là-dedans, et je n'ai aucun regret, 0 regret. Donc là, ça fait combien de temps maintenant que tu fais ça? Ça fait bientôt 15 ans. Bientôt 15 ans. Oh. Ouais, j'ai commencé en sortant de... Je pense que je dois avoir 15 ans et demi, 16 ans tout pile, et je fais 30 ans l'année prochaine. Elle a une méga raison en fait, Ouais. de te laisser aller là-dedans. Quoi. Complètement. Puis après, Ouais. il y a eu la musique surtout qui arrivait aussi en cours de route et qui m'a permis de m'épanouir pleinement parce que j'avais un métier que j'adorais. Et à côté de ça, je commençais à refaire ce qui m'a toujours passionné, de la musique, à composer, à me produire, rencontrer des producteurs qui m'ont fait sortir quelques petits trucs. Et ça a été tellement... ça m'a tellement fait reprendre confiance en moi déjà sur finalement toute ma scolarité où je me disais en fait t'es qu'une brêle, tu feras jamais rien de ta vie, et je me rendais compte que ça y est, en fait il y avait vraiment quelque chose dans lequel j'étais bon, tu vois, j'étais bon dans mon domaine, la coiffure, je suis devenu coloriste après, donc je me disais je suis un bon coloriste, et quand j'ai commencé après à écrire des chansons et à composer pour moi ou pour d'autres, je me suis dit il y a encore un domaine dans lequel t'es bon et t'es vraiment bon, tu vois, et ça fait du bien de se dire à soi-même, ça redonne confiance en soi, je trouve. Est-ce que tu me rejoindrais si je te disais que lorsque tu fais quelque chose qui te passionne Ouais. et que tu arrives à en faire ton métier, alors déjà d'une part c'est une chance incroyable et un privilège de malade mental mais qu'on se offre aussi Ouais. par nos choix, mais ça nous permet aussi d'avoir cette réjouissance de faire d'autres choses qui nous font autant kiffer. Par exemple toi avec la coiffure, qui t'a ensuite... je sais pas, peut-être permis de te poser un petit peu aussi, puis de te dire, vas-y, je vais aussi faire de la musique. Oui, Alors complètement. Que quand tu fais quelque chose que tu n'aimes pas du tout faire, Complètement. il y a une seule chose que tu vas toujours vouloir viser, mais tu ne penses pas forcément à tes autres passions que tu as. Oui, je suis d'accord. Que tu as, ouais. Je suis d'accord. Moi, j'ai vraiment eu ce truc de... à partir du moment où je sentais que je me sentais bien dans mon milieu professionnel, que mes relations avec les gens dans mon milieu professionnel étaient bonnes, je me suis ouvert à plein d'autres choses. Et effectivement, quand il y avait des choses, tu vois, à l'école, des choses sur lesquelles je butais, j'avais pas spécialement de passion. Tu vois, j'étais à l'école, je faisais un truc que j'aimais pas, je faisais que ça. Je faisais un peu de sport, mais j'avais pas spécialement de passion autre que la musique finalement. Je pouvais m'enfermer pendant des heures et des heures. Ma mère a des souvenirs, elle m'en parle encore aujourd'hui, où elle me disait, tu avais 12-13 ans, tu passais des heures entières dans ta chambre à essayer de comprendre les logiciels, de comment enregistrer une chanson. Je passais des heures sur YouTube à regarder des tutos. À partir du moment où ça me passionnait, j'étais dans une bulle entièrement fermée, je ne faisais que ça, des heures, et je voyais pas le temps passer, tu vois. Et effectivement, une fois que tout ça s'était acquis pour moi, je m'ouvrais à d'autres choses. En fait, j'avais pas envie de... J'ai toujours été un touche-à-tout. J'ai fait plein de trucs. Plus jeune, étant gauche, j'ai fait de la magie, je m'intéressais à plein de trucs. Et une fois que c'était acquis, je m'intéressais à d'autres choses, tu vois. Et là, c'est pareil. C'est-à-dire que ce que je dis, j'adore mon métier, j'adore la coiffure, j'adore la musique. Et je réfléchis déjà à ça va être quoi ma prochaine lubie? Qu'est-ce que tu vas faire après? Qu'est-ce qui va te passionner après? Et je sais que la prochaine chose qui va m'intéresser, je vais vouloir exceller dans ce domaine-là. Je crois que je suis un peu comme toi. Hein. Ouais. Ouais, et j'adore ça. Je crois que c'est ce qui m'anime le plus aujourd'hui, tu vois, c'est de me dire, t'apprends quelque chose qui te met peut-être pas dans du confort tout de suite, mais t'apprends à le faire correctement. Et une fois que t'excelles, genre intéresse-toi à autre chose. Il y a tellement de choses possibles, faisables, de sport, de j'en sais rien, tu vois. Une chose à la fois, mais... Une chose à la fois, mais fais-le bien. Exactement. Alors, ça va paraître un peu basique, celle-ci, mais je pense qu'elle est importante. Ouais. Ça fait quoi d'être soi-même? Je suis pas sûr que ce soit basique parce que je crois que toutes ces dernières années là, elles ont tourné autour de cette phrase-là autour de moi. Pour moi, je te l'ai dit tout à l'heure, je crois que moi c'est le plus beau cadeau que j'ai pu m'offrir. Je vais être de nouveau très émotif quand je vais dire ça, parce que les dernières années elles n'ont pas été faciles vraiment pour plein de choses et que ce soit pour moi ou pour d'autres, je suis très j'ai développé une sorte d'empathie extrême pour les personnes qui sont mal dans leur peau ou voilà.
Et la chose que j'essaie de leur expliquer, c'est que le plus beau cadeau de la vie pour moi aujourd'hui, c'est de prendre soin de soi, de sa santé mentale, ça n'a pas de prix. Parce que quand tu es bien avec toi, tu es bien avec les gens, tu es bien dans tout ce que tu fais. Tu peux pas avoir des relations saines avec les gens quand toi-même tu t'es pas sain avec toi en fait. Quand tu t'infliges, quand tu t'auto-mutiles psychologiquement, tu peux pas être bien avec les autres. Et c'est vraiment ce que j'ai compris moi ces dernières années en fait, tu pouvais pas être bien en couple sur le long terme parce qu'en fait toi-même t'étais pas bien avec toi. Tu pouvais pas rendre pleinement heureux quelqu'un parce que toi-même tu t'aimais pas assez en fait. Tu peux pas aimer quelqu'un aussi fort que tu le voudrais si toi-même finalement tu comprends pas l'amour que tu peux te donner à toi-même, tu vois. Je sais pas si c'est très clair ce que je dis. C'est hyper clair. Mais du coup Pour moi en tout cas c'est très clair. Aujourd'hui j'ai vraiment appris à me prioriser tout le temps, en permanence, à savoir dire non, à savoir dire là je suis pas dans du confort, je veux pas. Et être soi-même c'est la plus belle chose que... Alors c'est compliqué parfois parce que parfois je crois que les gens peuvent prendre ça pour de la prétention ou lui il est trop bien dans ses pompes ou j'en sais rien, tu vois. Non, en fait c'est juste aujourd'hui je ne m'inflige plus de choses qui me mettent dans de l'inconfort. Ça n'a pas de sens, c'est juste ça n'a pas de sens. Pourquoi me mettre dans de l'inconfort alors que je peux avoir le choix que de me dire non, là je ne veux pas, tout simplement. Là actuellement tu es en couple? Non. Tu n'es plus en couple? D'accord. Non. D'accord. Et ça se passe, la vie de Et ça se passe parce que je crois que ça a été très dur. C'était très dur parce que comme je te disais, après ma séparation, c'était la première fois où je me confrontais à moi-même. Genre, t'es qui? Pas facile. Genre, j'avais besoin de savoir qui j'étais, donc c'est des questionnements de dingue. C'est des amis qui te posent des questions aussi sur ils voient que ton comportement change, pourquoi tu sors moins, on sortait de ouf avant, pourquoi tu sors moins. J'avais ce besoin de me retrouver moi-même. Et c'est ce que je me dis, je sais pas si je suis prêt pour rencontrer quelqu'un aujourd'hui, mais en tout cas, je sais que quand je le ferai, c'est que ce sera le bon moment. Parce que je me serais trouvé moi avant et que j'entamerai la chose la plus sereinement possible et la plus apaisée possible pour moi-même déjà, pour ne pas trimballer tous les traumas qu'on a tous depuis des années. Là, j'ai vraiment envie de me poser et de me dire, le jour où tu rencontreras quelqu'un, en fait... ce sera que du plus à ta vie. J'ai pas envie de trouver quelqu'un pour que ça masque des choses chez moi. J'ai envie de trouver quelqu'un pour que ce soit un plus dans ma vie aujourd'hui, vraiment. Parce que j'ai aujourd'hui une vie seule que j'aime profondément. Donc, si je rencontre quelqu'un, je veux que ce soit juste un bonus dans ma vie que j'aime déjà. Complètement. On parle de porter un masque. Maintenant d'être toi-même. Ce que j'aimerais savoir, c'est est-ce qu'il y a certains éléments clés que tu pourrais partager de différence entre porter le masque ou bien comment est-ce que tu pourrais te définir, Oui. être toi-même avec tout le sens que ça englobe, que ce soit dans la vie, j'aimerais voir ça dans les catégories suivantes, familiale, sociale, professionnelle, et puis c'est déjà pas mal. Comme je te disais, je vais me répéter un peu, mais en fait, je ne m'impose plus d'inconfort. C'est-à-dire que avant, j'étais quelqu'un qui sortait beaucoup en mettant ce masque, en me disant, en fait, il faut que personne ne remarque que tu es dans de l'inconfort. Donc, j'étais celui qui souriait tout le temps, j'étais celui qui faisait le con en soirée. Et quand je rentrais chez moi, j'avais toujours ce truc de qu'est-ce qu'on a pensé de moi? Des questionnements, mais des questions qui n'ont pas de sens parce que je savais que les gens n'étaient jamais vraiment méchants avec moi ou quoi, mais ces questionnements de à chaque fois que j'allais en soirée, j'essayais d'anticiper tout ce qui allait se passer, quelles questions on va pouvoir me poser, comment tu vas répondre, qu'est-ce qu'on va penser de toi, qui crée de l'inconfort chez moi. Et aujourd'hui, autant il y a des moments où je vais te donner un exemple tout bête pour pas me perdre dans ce que je te dis. La semaine dernière, on a fêté les 30 ans de mon meilleur ami. Qui sont prévus depuis plus d'un mois. Ça fait un mois que je cogite. On va fêter ses 30 ans, il va avoir des amis qui viennent du monde entier, des gens que je connais pas, qui vont te poser des questions sur ta vie privée, sur ta vie professionnelle. Ça me mettait sans comprendre pourquoi dans un inconfort horrible, plus d'un mois à l'avance. Et plus les semaines passaient, plus je me disais ok, c'est dans 15 jours, c'est dans une semaine, c'est dans 3 jours. T'avais pas envie d'y aller? Et je refusais de ne pas y aller parce que c'est mon meilleur ami et qu'il me semblait évident que j'avais envie d'être là pour lui.
Mais tout ce contexte autour de me dire que j'allais être avec des gens que je connaissais pas, que j'allais devoir sortir en club, faire la fête avec eux et devoir finalement remettre ce masque, entre guillemets, devoir remettre ce masque, en fait me créer de l'inconfort. La différence aujourd'hui, pour du coup comparer par rapport à ce que tu me disais, quel est l'inconfort, c'est que mon meilleur ami sait du coup que je suis autiste, il sait que je ne m'impose rien et il sait qu'à tout moment je peux lui dire là ça va pas, il faut que je rentre chez moi. Là ça va pas, je décide finalement de ne pas venir. Et donc en fait, il met tout en œuvre en permanence. Je pourrais jamais le remercier assez pour toute la compréhension qu'il a envers moi. Je suis de nouveau très ému, tu remarqueras que je suis très sensible, très hypersensible. C'est touchant ce que tu dis. C'est qu'en fait, je le remercierai jamais assez, et que ce soit lui ou que ce soit les gens qui m'entourent aujourd'hui, parce que finalement, je m'entoure plus que de gens comme ça, qui comprennent qu'il y a des moments où je vais sortir, ou peut-être que pendant 2-3 heures, je vais être complètement éteint parce que je vais être dans ma bulle naturellement. C'est pas que je les aime pas, c'est juste que naturellement, j'ai besoin d'être dans ma bulle. Et quand je le sens, tout va bien. Il y a des moments où je m'ouvre et tout va bien, je vais vers les gens et tout va bien. Mais il y a toujours ce moment où presque, là tu vois, pour te donner l'exemple de ces 30 ans, on est arrivé en soirée et pendant presque 3 bons quarts d'heure, j'étais complètement dans ma bulle. C'était les gens que je connaissais pas venaient me voir en me disant tu vas bien, tu sais, ils essayaient de se renseigner, ils devaient se dire lui il est trop bizarre ou j'en sais rien. Alors que j'allais très bien, que j'étais content d'être là pour mon meilleur ami, mais que j'étais pas dans du confort. Et la soirée se passe et finalement j'ai passé une super bonne soirée avec eux parce que j'étais dans du confort, parce qu'ils m'ont montré qu'ils étaient là, parce que toute la soirée on n'a pas arrêté de se prendre dans les bras, parce que mais le fait d'y aller, je dois toujours mettre ce masque et me dire ok il faut que tu le fasses, il faut. J'essaye parfois de me résigner et de me dire il faut que tu le fasses pour déjà pour moi parce que ça me challenge aussi. Ouais, bien sûr. Mais ça me met tellement en confiance de me dire que je le fais avec des gens qui comprennent. Si ça ne se passe pas bien, ils vont comprendre. Ouais, donc en fait, ça veut dire que d'un côté, tu as une porte de sortie. Exactement. Que tout le monde sait, en fait. Ouais. Les autres invités, on s'en fout un peu, hein, qu'ils le sachent ou pas, parce qu'ils ne sont pas importants pour toi, c'est pas tes amis à toi directement. Donc, les gens qui sont importants, ils le savent. Ouais. Et si tu pars, même sans prévenir, ils savent que ça va... Il comprendra tout de suite. Il comprendra, et puis il t'enverra un message le lendemain pour te demander si tout va bien. Exactement. Et c'est pas quelque chose que je me permettais avant, tu vois, pour... Ouais, mais c'est bien d'avoir des amis comme ça, je trouve ça très beau. C'est génial. Ouais. C'est génial parce que tu vois, quand avant de poser le diagnostic de mon autisme, je sortais avec quelqu'un qui adorait sortir. Ouais. J'étais en couple avec quelqu'un qui adorait sortir et du coup, chez moi, ça créait de l'inconfort. Je le faisais parce que du coup, je voulais pas passer par le mec associable, machin. Et quand j'étais en soirée, il y a des moments où j'étais complètement dans ma bulle. Et moi-même, du coup, on n'avait pas encore posé ce diagnostic. Et je me disais, mais qu'est-ce qui t'arrive, genre, pourquoi t'es pas à l'aise? Tout le monde s'amuse. Pourquoi toi, tu décides de te mettre à part? Pourquoi toi, tu ne t'amuses pas? Toi, tu décides de te t'amuser. Et en plus, c'était que avec des gens que j'aimais. C'était un groupe que j'adorais, tu vois. Et je sentais que petit à petit, ça commençait à créer des accords dans mon couple, des désaccords dans mon couple. Parce qu'ils disaient, en fait, c'est chiant de te voir tirer la gueule tout le temps. Quand on est avec des gens, pourquoi tu tires la gueule? Et moi-même, je comprenais pas. Donc ça me créait encore d'autres trucs dans ma tête où je me disais, pourquoi t'es comme ça? Pourquoi t'es comme ça? Pourquoi tu souris jamais et pourquoi tu l'étais pas avant, tu vois? C'est juste qu'avec les années et avec les expériences, il y a des choses que j'arrivais plus à masquer et qu'aujourd'hui je comprends et aujourd'hui je me dis les gens que j'aime comprennent, tout simplement. Donc là maintenant il y a aussi le côté où là tu acceptes de remettre le masque temporairement au début de la soirée juste pour passer un petit peu, te présenter vers les gens. Ouais. Ça veut dire que tu as appris l'art de maîtriser ton masque. Ouais. De le mettre quand tu sais que ça va t'aider à t'intégrer socialement dans l'endroit. Et que vu que tu es avec les bonnes personnes, et que théoriquement, si tes personnes de confiance ont des amis, c'est certainement des bonnes personnes aussi. Ouais. Il y a aussi certainement complètement, un côté de ça. Complètement, hein. Et du coup, ça te permet de lâcher ton masque peu à peu dans la soirée parce que les gens te mettent en confiance. En conscience, complètement. Et puis tu as certainement aussi un petit traitement de faveur de tes potes qui vont aussi... Qui sont toujours hyper présents, qui viennent tout le temps me voir pour me demander si tout va bien. C'est magique, ce groupe d'amis est juste hyper sain et je crois que c'est ce que j'attendais depuis longtemps finalement, d'avoir un groupe d'amis, un groupe d'amis qui comprennent, qui jugent pas, peu importe tes choix, peu importe tes décisions, et je crois que c'est ce que j'attendais vraiment depuis longtemps. Et finalement, ce masque, quand j'ai besoin de le remettre, du coup, je fais de la musique, donc je m'expose sur les réseaux sociaux, j'ai une communauté qui me suit. Et finalement, ce masque, par moment, j'ai besoin de le remettre parce que m'exprimer devant une caméra, c'est pas forcément quelque chose, c'est pas un exercice facile pour moi. Et c'est quelque chose que j'ai besoin de faire pour mon job.
j'ai besoin de parler à ma communauté, j'ai besoin de tisser un lien avec eux et ça ne me met pas dans du confort. Et c'est fou parce que du coup, quand on parle de l'autisme sur mes réseaux ou les choses comme ça, tout le monde me dit c'est dingue parce qu'on ne le voit pas. Et je me dis du coup que c'est vraiment que je sais vraiment bien manier l'art de ce masque parce que je suis vraiment pas confort. Là on fait cette interview, je suis vraiment pas confort, tu vois. Je me sens très à l'aise avec toi parce que tu m'as à l'aise, mais c'est quelque chose que je m'impose à moi-même finalement, tu vois. T'as 2 caméras, t'as des lumières partout, des gens qui te regardent, etc. Donc Ouais, c'est clair. valable. C'est clair. Mais finalement, voilà. tu vois, c'est quelque chose qui me... C'est un masque qui revient naturellement parce que j'ai besoin de le faire pour mon métier, pour la musique, pour machin. Et je suis content de le faire parce que je suis très content de faire de la musique, je suis très content de poster mes vidéos. Mais du coup, quand les gens me disent bah, c'est fou parce que quand tu parles devant la caméra, tu as l'air hyper à l'aise, je me dis bah ok, du coup, c'est vraiment que je sais bien manier l'art de mon masque parce que je me sens pas forcément confortable quand je le fais. C'est bien parce qu'il y a autant un côté où tu le portais naturellement. Malgré toi et puis ça finit par péter et puis maintenant c'est toi qui décides que tu le mets ou pas en fait. Exactement. C'est-à-dire qu'il y a un niveau de conscientisation, c'est ça le mot? Ouais, je pense, c'est vraiment ça. C'est qu'avant c'était instantané, je cherche pas le mot, c'était inné, c'était quelque chose qui se faisait naturellement parce que je pense que t'as pas assez d'expérience dans ta vie pour te dire là il faut que je me mette des masques ou non, tu le fais naturellement. Et aujourd'hui, bah, mon corps naturellement sait quand il doit mettre ce masque ou non pour se protéger. Quand tu as ben voilà, fait ton crash en fait en quelque sorte, hein, oui voilà, que tu as fait ton crash après ta rupture. Tu m'as dit tout à l'heure que tu avais eu un certain tri dans tes amis. Oui. Si on regarde en termes de combien d'amis il y avait avant, combien il y avait d'amis après, t'as perdu combien d'amis avec ça? Enfin, d'amis, je mets des guillemets du coin, mais... Ouais, en fait, je me suis rendu compte que mes amis, c'était des potes de soirée. C'est-à-dire que c'était des gens qui étaient là quand Johan il était fun, quand Johan il était bien dans ses pompes, quand il était rassurant, souriant. Alors qu'en fait, finalement j'étais comme ça devant eux, mais quand j'entrais chez moi, j'étais tout l'inverse. Tu vois, aujourd'hui, mon groupe d'amis sains, proches, je pense que je peux les compter sur les doigts d'une main. Ok, donc avant tu en avais... je suis passé dès que je sortais en soirée par rapport au fait que je sois exposé sur les réseaux, dès que j'allais en soirée, je croisais des gens dans les bars. Donc tu sais, c'est ce truc de... T'es le pote de tout le monde. Bah oui, parce qu'avec la musique en plus... T'es le pote de tout le monde en permanence. 60 000 abonnés 38, je crois, 38 000, ouais. Ah, j'ai mal lu. J'aimerais bien 60 000, on est qu'à 38. Mais non, c'est très cool. Mais du coup, tu sais, en soirée, tu croises plein de gens qui viennent te parler, qui te posent des questions, et je trouve ça génial. C'est pas mes amis proches, c'est plaisant, c'est magique quand quelqu'un te reconnaît en soirée, c'est super cool. Mais ils savent pas ce qui se passe dans mon quotidien, ils connaissent rien de ma vie privée, la plupart ne savent pas que je suis autiste. Ils voient uniquement ce qui se passe sur les réseaux, du mec bien dans ses pompes, qui sourit, qui fait de la photo, qui fait de la musique. Et donc du coup, quand ils viennent t'aborder, ils sont persuadés de parler à quelqu'un qui est comme ça, en permanence, qui est hyper bien dans ses pompes tout le temps, alors que c'est pas tout le temps le cas. Ouais. Et donc ce groupe d'amis sains qui savent vraiment comment je fonctionne, qui je suis à l'intérieur, je peux les compter sur les doigts d'une main aujourd'hui. Donc en fait, tu es passé d'une certaine masse en fait à très peu comme ça, quoi. Et sans regret. Et ça fout un peu le vertige quand au moment où ça arrive, ou bien même pas plus que ça? Non, moi je crois que ça a été, même plus, ça a été l'effet inverse de ce que tu dis, ça a été rassurant pour moi. Ah ok, ouais. Ça a été rassurant pour moi de me dire, ok, bah en fait, ils sont pas beaucoup, mais ils comprennent tout, tes moindres failles, tes moindres angoisses. Aujourd'hui, ils les comprennent, et donc du coup, pas besoin de mettre de masque. Mon meilleur ami, tu vois, Lou. Quand je lui parle, j'ai aucun filtre. Je pense que c'est une des rares personnes, pourtant tu vois, je suis très très proche de ma mère par exemple, qui est la femme de ma vie. Même avec elle, je réfléchis parfois à ce que je dis parce que j'ai peur que ça ait un impact sur elle, j'ai peur que ça déclenche des trucs en elle où elle se dit, j'en sais rien, mon fils souffre, c'est peut-être moi qui ai mal fait des choses, tu vois, j'en sais rien. Aujourd'hui, mon meilleur ami Lou, j'ai zéro filtre. J'ai zéro filtre, on en rigole même aujourd'hui, tu vois. Et il me dit lui-même, il me dit on se comprend bien parce qu'on est deux cinglés, tu vois. Je pense que c'est hyper bien ce que tu dis, et puis c'est hyper sain en fait, de mon point de vue en tous les cas, de se sentir rassuré quand il y a un tel changement dans son entourage. Ça a été plus difficile pour moi. J'ai vécu quelque chose de plus ou moins similaire aussi, mais c'est vrai que l'espèce c'est pas vraiment une chute, mais c'était perte de beaucoup de monde. Hein.
jusqu'à très peu de monde, mais des bonnes personnes. Et ça fout les boules quand ça arrive. Ça fout le vertige, ouais. Mais une fois que t'es là, tu te dis, bon, en fait, bah, les couilles des autres, voilà. Quoi. Ouais. Mais c'est vrai que c'est un sacré move quand même. Hein. Ouais. C'est très bien que. Je pense que c'est super chouette que tu as eu justement ce côté d'être soulagé par rapport à ça. Et puis aussi, une autre chose que laquelle ça me fait penser, du coup, tu as 30 000 abonnés et Ouais. quelques sur Instagram. Ouais. Les gens te reconnaissent parfois, j'imagine dans la rue aussi, mais dans le quartier. Ça arrive, voilà. ça arrive rarement, mais ça arrive. Ouais, ça arrive rarement, mais quand même, ça, voilà. Ouais. Mais ça, c'est quelque chose quand même. Hein. C'est fou. Parce que là, quand t'es autiste, du coup, tu mets Ouais. ton masque, t'es là, ouais, attends, qui C'est un est-ce peu que je fou suis, est-ce parce qu'il sait que je suis autiste ou pas, machin. Ouais, c'est un peu fou parce que, on me reconnaît principalement à Paris, parce que Paris, tu sais, c'est pas si grand que ça finalement. C'est pas si grand que ça, et je me suis produit à Paris, j'ai chanté dans un restaurant cabaret qui s'appelle l'Alcazar, où beaucoup de monde est venu me voir, parce que du coup j'ai fait de la promo sur les réseaux, et donc du coup les gens me retrouvent parfois en soirée dans les bars, des choses comme ça. Paris, encore une fois, c'est pas très grand. Et comme j'ai dit, c'est toujours hyper plaisant, je trouve, parce que ils sont. Je suis jamais tombé sur quelqu'un de malveillant. C'est toujours de la bienveillance, c'est très cool ce que tu fais, merci pour ce que tu fais. Là, tu vois, les 30 ans, la semaine dernière, de mon meilleur ami, on passe toute la soirée avec quelqu'un qui est avec nous, au Before, pendant la soirée, et qui, pendant la soirée, mais bien 4 heures après, me dit, il faut que je te dise un truc, je te suis sur les réseaux depuis des années, j'ai pas trop osé te le dire pour pas faire groupie, tu vois, et je lui dis, mais groupie de quoi? Enfin, je suis personne, tu vois, groupie de quoi? Et il a eu des mots qui ont été tellement... qui m'ont fait tellement de bien. Il m'a dit, tu sais, je te suivais pour ta musique et pour tes travaux musicaux, mais aussi parce que tu dégages quelque chose d'hyper sain et d'hyper vrai. Et ça a eu une résonance à l'intérieur de moi où je me suis dit, bah, tu vois, naturellement, je me suis senti en sécurité avec lui. Et j'ai passé toute une partie de soirée avec lui à discuter de tout, de rien, parce qu'il m'a mis directement dans un truc de, ok, je sais que tu es quelqu'un de bien, je sais que tu veux du mal à personne. Et du coup, ça m'a mis tout de suite dans du confort, tu vois. Et à contrario, il y a d'autres personnes parfois qui viennent me voir complètement bourré en soirée et qui sont là, bah, t'es Yohan qui vient de la musique, machin, chante-nous une chanson, tu vois. Et je suis en mode, laissez-moi tranquille, je vous en supplie. Et là, par contre, ouais, là effectivement, ça peut me braquer complètement. Je me déroule. Ouais, genre, mais c'est vraiment ça. Ah, t'es chanteur, vas-y, chante tout de suite. Tu joues du T'as 50 personnes autour de toi. Et là, pour le coup, bah, je suis jamais très méchant, mais ça peut braquer un peu, tu vois, ça me met dans de l'inconfort de, ok, je suis chanteur, mais je suis chanteur. C'est la même chose que de voir un humoriste et lui dire, fais-moi rire. Fais-moi une blague, ouais, exactement. C'est un peu ça. Attends. Ouais, c'est un peu ça, tu vois. Retourne vers tes trucs, toi. Oui, c'est ça. Je suis artiste, je suis pas saltimbanque, tu vois. Je suis pas... Bien sûr. T'as un métier, coiffeur, c'est quand même un métier qui est très sociable. Hein. Ouais. Tu passes ta vie à discuter. Ouais. Alors moi, je vais t'avouer un truc, c'est que c'est la première fois que j'en parle d'ailleurs en public. En fait, j'en ai vite fait parler une fois avec mon épouse, mais c'est tout. Moi, j'aime bien chez le coiffeur, mais j'ai presque peur parce qu'en fait, c'est tellement l'endroit social où tu parles avec les gens. Je vois toujours les gens autour de moi qui parlent avec le coiffeur, mais moi, je suis incapable de savoir quoi dire avec les coiffeurs. Et quand j'arrive, du coup, je suis un peu souriant comme ça. Mais quand je me regarde dans le miroir, et que je pense sourire, je tire vraiment la gueule en fait. Ouais. Et du coup, quand je fais un petit sourire comme ça, j'ai l'impression de faire ça, tu vois. Et pour faire ça, juste pour pouvoir générer une conversation avec la personne, tu vois. Et ce qui crée, j'ai l'impression d'être dans un malaise. Après, je me suis dit, bon, écoute, t'es peut-être le seul à sentir ce malaise. Ouais. Mais c'est un endroit quand même particulièrement. C'est ce qu'on dit souvent, tu sais, les collègues et tout dans la coiffure, de tout mon processus, toute ma carrière de coiffeur, entre collègues, on se l'est toujours dit, on fait un métier où vraiment on fait 98% de social. On rend les gens beaux, mais on connaît toute leur vie. Vraiment, c'est le moment où tu te poses, tu vois, quand une cliente fait une couleur, un truc, elle est avec toi pendant 2h30. En fait, tu parles de tout, de rien. Un sujet t'en amène un autre, tu parles des vacances, mais du coup, elle te parle des vacances de son mari, donc elle te parle de son mari, et en fait, donc après, elle te parle de ses enfants, et en fait, tu connais toute sa vie. Et donc, naturellement, tu vas avoir tendance aussi, à toi aussi, pour créer de la proximité, à lui parler de ta vie. Et moi, ça, c'est un truc que j'ai du mal à faire, justement. C'est-à-dire qu'en fait, je vais très facilement écouter, je vais lui parler de mes vacances et tout, mais ma vie privée, c'est ma vie privée. Et du coup, je pense que parfois, je peux peut-être
peut-être créer, je ne vais pas dire de l'inconfort, mais peut-être qu'arrivé à un certain stade de proximité, je me braque un peu. Parce que, ok, ma vie privée, c'est ma vie privée. Mais c'est vrai qu'effectivement, dans un salon de coiffure, on a, t'es vraiment, on l'entend même autour des collègues, quand tu discutes, on est vraiment dans un endroit où on fait du social. On rend les gens beaux, mais on fait du social. On parle de la vie privée, les gens se livrent sur leur mal-être, sur plein de choses, tu vois. Ouais, attends, ils passent leur vie à taffer comme des cons, et après ils vont chez le coiffeur dans un petit moment de chillouse, tu vois. C'est leur moment, leur moment de et du coup, ok, je souffle. Et c'est ça. Exactement. Ah ouais, bien sûr. C'est leur moment de je souffle, je peux parler, tu vois. Quand tu vas faire un massage, tu peux pas parler, tu fais un massage, tu es dans la détente. Le coiffeur, c'est l'inverse. C'est un moment de détente où tu vas pouvoir discuter. Et tu lâches ton sac, tu vois. Mais je pense que c'est pour ça qu'on aime ce métier aussi. Moi, je crois que j'aime ce métier aussi parce que finalement les gens se livrent un peu et ce que j'aime par-dessus tout, et que ce soit avec mes amis ou quoi, c'est de voir les gens heureux, tu vois. Moi, si que ce soit par la parole ou par le fait que je rende quelqu'un joli, ça fait du bien à quelqu'un, c'est tout bénef. Est-ce que tu arrives à te concentrer sur tes tâches tout en discutant de la vie de la personne? Je sais pas, là, elle te parle de son chat qui a mangé les croquettes du chien. Ouais. Et toi, tu es en train de faire un super dégradé trop beau avec un super couleur, avec un couleur ultra spécifique et tout. Quand, le chat, il a fait... Quand je me concentre sur une tâche, très généralement, je me mets dans une bulle où, par exemple, quand j'ai des gros travaux, moi de base, du coup, je suis coloriste. Quand j'ai des gros travaux, des choses assez précises à faire, je le dis tout de suite à ma cliente au début. Je dis, je suis pas quelqu'un de... C'est pas que j'ai pas envie de vous parler. Je dis, j'ai besoin de concentration, il faut que je me mette dans ma bulle, on discutera après. Et donc, on a tout le moment après, tu sais, quand tu lui fais le brushing, ou quand tu es au bac, ou quand tu lui fais son shampoing, où tu peux discuter avec elle. Mais quand j'ai vraiment besoin de faire des tâches précises, de me concentrer, il faut que je me mette dans ma bulle. Vraiment très complètement, je me laisse pas le choix parce que je suis trop dissipé, je pars dans tous les sens, j'y arrive plus. Ouais, mais en fait, tu imposes le cadre. Ouais, exactement. J'ai rentré là, donc je vais pas parler. Et je le dis gentiment, voilà, j'ai pas envie que la cliente se dise le mec. Et je pense que c'est encore plus valorisant pour la cliente parce qu'elle se dit le coiffeur il est compétent, il aimerait prendre son temps pour faire un bon travail. Je pense. Et du coup, elle se dit vas-y, si tu veux pas parler, fais ton taf. Et puis moi, je suis très heureuse. C'est un peu ça. Et c'est même un facteur qui préfère que les gens viennent plus souvent chez vous qu'ailleurs parce qu'ils savent que tu privilégies le bon travail en fait. Ouais, complètement. Complètement. C'est-à-dire que j'adore passer un moment avec mes clientes et discuter avec elles. Par contre, il y a un temps pour tout. Il y a un temps où là, je dois me concentrer. Tu veux sortir jolie. Il y a un moment où il faut que je prenne le temps de te faire quelque chose de joli, tu vois. Et puis, c'est des prestations qui sont longues, les prestations comme ça. Donc, tu as toujours un moment où, évidemment, tu discutes avec ta cliente. Je fais ce métier pour ça aussi. C'est un exemple où la communication te permet de faire de rendre le client plus satisfait, mais de faire le bien partout en fait, pour toi, pour la personne, pour le salon, tout le monde est bien avec ça. Où on pourrait voir l'autisme comme un handicap, typiquement dans cette situation-là, tu vois. Et en fait, en communiquant, en parlant, tu level up encore plus le niveau. En fait, comme je te disais, le fait de ne plus m'imposer d'inconfort à moi, finalement, donc c'est-à-dire de savoir que si la cliente me parle en même temps, je pars dans tous les sens dans ma tête, je me pose 36 000 questions, en fait, je mets mon cadre en disant que là, je vais avoir besoin de concentration. Elle comprend que du coup, elle va être entre de bonnes mains parce que je vais prendre mon temps de faire le truc. Et moi, du coup, ça me met dans du confort qui fait que, en fait, elle se sent en sécurité, moi, je me sens en sécurité, tout se passe bien, tu vois. Donc, je te dirais qu'aujourd'hui, mon autisme, juste la personne que je suis entièrement, m'aide finalement, je crois, dans mon boulot aujourd'hui, tu vois, plutôt que ce soit un... Il y a certains sujets sur lesquels c'est plus compliqué, tu vois, les gestions d'équipe, il y a des moments où on est en désaccord, on ne comprend pas les mêmes choses, on n'est pas en accord sur les mêmes choses, mais dans mon travail à proprement dit de moi avec mes clientes, je suis pas sûr que ce soit quelque chose de mauvais, entre guillemets. D'accord, ouais. Donc tu es plutôt... l'autisme pour toi, c'est à l'heure actuelle, c'est handicapant, mais c'est plutôt un avantage, c'est quelque chose juste qui te rend plus spécial. C'est quoi pour toi actuellement? Je crois qu'aujourd'hui, c'est le fait de l'avoir accepté, c'est peut-être quelque chose qui me rend plus spécial, handicapant sur certains sujets, sur certaines choses. Les gens qui ont du mal à comprendre l'autisme, par exemple, quand je vais avoir, j'en sais rien, je vais penser différemment, quelqu'un qui ne comprend pas pourquoi toi tu peux penser comme ça, oui, c'est embêtant, c'est handicapant parce que du coup tu te forces à lui expliquer que toi tu penses comme ça parce que la personne ne comprend pas forcément. Et en fait aujourd'hui j'arrête de batailler. C'est ça le truc, c'est que j'arrête de batailler. T'as le droit de penser ça, moi je pense ça.
Ça peut créer des désaccords parce que moi je pense comme ça et toi tu penses comme ça, mais j'arrête de batailler. En gros, j'essaie de plus me faire des montagnes de soucis pour rien. Tu vois, j'essaie de me dire que la vie elle est belle, qu'elle vaut la peine d'être vécue le plus sereinement possible et le plus apaisé possible, et que si en fait j'ai des personnes en face de moi qui décident de se monter la tête pour des trucs qui n'ont pas de sens ou qui en fait juste peuvent être vécus plus sainement, eh ben prends-toi la tête. Moi j'ai plus envie de me prendre la tête pour ça, tu vois. C'est un peu trash dit comme ça, mais tu m'excuseras pour le propos, mais est-ce que finalement est-ce que cette rupture amoureuse n'a pas finalement été le meilleur événement qui aurait pu t'arriver? Complètement. Ça a été aujourd'hui quand je fais le bilan et quand je revois tout ce qui s'est passé ces dernières années, ça a été en fait cet élément déclencheur finalement qui a fait que, alors c'est pas la rupture elle-même qui a fait que je suis parti en cacahuète complet, c'est que même pendant ma relation je sentais qu'il y avait des choses qui avaient besoin d'être réglées, mais c'est la séparation qui a fait que ok, là tu te retrouves tout seul, tu n'as plus le choix que de prendre soin de toi. Et c'est complètement la fin de cette relation qui a fait que j'ai pris soin de moi, que j'ai appris à savoir qui j'étais, et qui fait qu'en fait aujourd'hui je suis la personne que je suis tout simplement. Si on avait peut-être continué ensemble, je pense que j'aurais pas fait tout ce chemin que j'ai fait là, tu vois, ces dernières années, ces derniers temps, pour prendre soin de moi, et j'en serais peut-être pas là où j'en suis mentalement, tu vois. C'est plutôt une bonne nouvelle en soi, parce que si tu disais avant que la personne avec qui tu passais ta vie avant était la personne que tu as le plus aimé dans ta vie, et que maintenant tu es toi-même, ben, théoriquement ça veut dire que la prochaine personne que tu vas vraiment aimer, tu vas l'aimer encore plus. Je crois, et c'est pour ça que j'ai envie de prendre le temps. C'est pour ça que j'ai envie de prendre le temps parce qu'en fait j'ai envie d'être accepté comme je suis et parce que je crois que j'ai encore beaucoup de choses à apprendre sur moi et sur mon autisme qui est j'en apprends de jour en jour et ouais, je crois qu'effectivement cette rupture ça a été finalement l'élément déclencheur qui fait qu'aujourd'hui je crois que j'ai jamais été aussi heureux avec moi-même en fait. Vraiment. Ouais. Qu'est-ce que tu aimerais que les gens retiennent de cette interview, Yoann? Que la santé mentale, elle n'a pas de prix, qu'il faut s'écouter tout le temps, en permanence, se faire confiance, se faire aider. J'ai mis beaucoup de temps, j'ai vu des psys toute ma vie et j'ai mis beaucoup de temps au moment de ma séparation de me dire là, tu as vraiment besoin d'aide. C'est soit tu te fais aider maintenant, soit tu plonges et tu t'en remets pas. Ça a été, comme je te disais, le plus beau cadeau que j'ai pu m'offrir à moi, et je crois que c'est le plus beau cadeau que tout le monde puisse s'offrir, que de s'écouter et de parler. Moi, ça m'a tellement aidé de parler, de dire, en fait, c'est ok que les gens, c'est ok de dire aux autres que je suis différent. Il y a quoi de mal à ça? Il y a quoi de mal à être différent? Aujourd'hui, c'est ma plus grande force. Aujourd'hui, je suis tellement content de pouvoir me dire, ouais, je suis pas comme les autres. Les gens qui comprennent pas, je n'ai pas envie de les avoir dans ma vie, c'est ce que je te disais tout à l'heure. Donc, je pense que s'il y a une chose à retenir, en tout cas de ce que moi j'aimerais véhiculer à travers notre interview, c'est que, et que ce soit pour l'autisme ou pour plein d'autres choses, c'est qu'en fait c'est ok d'être différent, c'est ok d'être soi, et qu'il faut s'accepter comme on est. Les gens qui ne l'acceptent pas, on les sort de notre vie. Qu'est-ce que ça fait d'avoir parlé de tout ça pendant une bonne petite heure, un peu plus ou moins une heure? Moi, je crois que j'ai beaucoup angoissé avant de venir, comme je te disais. Je crois que de toute façon, tu sais comment c'est. Hein. Oui, bon, c'est intimidant, il fait du bien, etc. Mais tout, c'est même pas tant ça. Tu sais, j'essaie d'anticiper tout à chaque fois. Je me disais quelle question il va me poser, qu'est-ce que ça va déclencher comme émotion chez moi. Je savais pertinemment qu'en venant ici, j'allais avoir les larmes aux yeux comme tout à l'heure, tu vois. Et à la fois, je l'ai fait parce que je crois que c'est une forme de thérapie pour moi aussi, que de banaliser ça, que de me dire en fait t'es comme ça, va en parler, t'es comme ça en fait. Et je suis tellement content parce que je sais que j'ai encore plein de proches qui me posent plein de questions sur mon autisme, même des personnes de ma famille pour qui c'est nouveau. Je suis tellement content qu'ils puissent voir cette interview et comprendre peut-être plus de choses de moi plus jeune, tu vois, de moi plus jeune, de mon mode de fonctionnement, voilà, donc je l'ai fait pour renseigner les gens là-dessus, mais je l'ai fait pour moi aussi finalement parce que je crois que c'est une forme de thérapie pour moi aussi que d'en parler finalement. C'est très beau d'entendre de tels propos. Je te remercie. Merci à toi, merci mille fois pour ton temps et puis pour
Et surtout pour avoir été aussi sincère, sincèrement, c'est ça que J'essaye, je me l'impose. Ouais, mais ça se ressent et C'est gentil. vraiment, ça me touche beaucoup tout ce que tu as pu dire. Merci beaucoup. Donc voilà, merci beaucoup d'avoir accepté d'être Avec sur grand, le grand podcast plaisir. et d'avoir été aussi sincère du début à la fin. Avec grand plaisir. Merci à toi.